Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Bienvenue surtout à mes nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre. Ils sont à peu près une centaine qui nous ont rejoints ces dernières heures grâce à ma dernière vidéo YouTube qui a fait près de 40 000 vues, ma dernière vidéo sur Will Smith. Donc merci à vous de vous être abonné à ma chaîne. Alors c'est quoi superfan.fr? Très rapidement, c'est une chaîne qui parle de l'actualité de la pop culture. Je fais une sorte de résumé de l'actu de la pop culture et je décrypte pour vous tout ce qui se passe à travers le monde, que ce soit dans le monde de la tech et du numérique avec cette émission Num Rendez-vous que tu es en train de regarder là, ou alors avec mon émission Geek Rendez-vous sur le cinéma, les séries, la musique, ou alors avec Fast Food Rendez-vous qui parle de culture fast food. Cette émission est disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Elle est disponible en fait en replay sur les plateformes de podcast pour toutes les personnes, notamment les professionnels, qui m'écoutent, qui me regardent et qui ne veulent pas regarder des vidéos pop culture ou des vidéos de dégustation de burgers. Donc pour elles et pour eux, j'ai créé ce podcast. Alors, dans la première partie de cette vidéo, on va d'abord revenir sur tous les tenants et les aboutissants de l'affaire Ubisoft. Tu vas savoir évidemment tout ce qui s'est passé réellement, concrètement, chez Ubisoft. Ensuite, je vais te parler des conséquences d'Ubisoft et notamment des annonces qui ont été faites lors du dernier événement Ubisoft Forward. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je te ferai un résumé de tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech. On commence donc par le dossier Ubisoft. C'est un article formidable de Mademoiselle que je vais te mettre dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vais te mettre le lien direct vers cet article, ainsi que les enquêtes de Libération et de Numérama. Ubisoft est au cœur d'une polémique après des témoignages faisant état d'actes graves au sein de l'entreprise. Harcèlement sexuel, agression même, agression verbale et physique, je vais tout te dire dans le début de cette vidéo. Les témoignages visant Tommy François d'Ubisoft d'abord. En juin 2020, ont commencé à circuler sur Twitter des témoignages au sujet d'Ubisoft faisant état d'actes impardonnables perpétrés par des personnalités intouchables de l'entreprise. Libération a publié début juillet une première enquête détaillant plus précisément les faits mais aussi et surtout le système qui a perpétué une omerta au sein de la boîte. L'article se concentre dans un premier temps sur Tommy François, le vice-président de l'équipe éditoriale, qui a été mise à pied. Voici l'enquête de Libération. Alors je te la mets dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube, mais c'est réservé aux abonnés. Récit de l'harcèlement et d'agression sexuelle à Ubisoft. Les jeux vidéo c'est fun, on peut tout faire, rien n'est grave. Libération a recueilli une vingtaine de témoignages qui décrivent au siège du numéro 3 mondial du secteur un système toxique dominé par des hommes intouchables que protégerait un mur des ressources humaines. Ça, c'était une enquête menée publiée le 1er juillet 2020 par Libération, enquête formidable. Alors, pour résumer, je cite, ouvrez les guillemets, si Tommy François est dépeint comme un manipulateur toxique à l'égard des femmes et parfois des hommes, il aurait bénéficié d'une impunité totale malgré d'innombrables incidents et signalements. Il est décrit comme un prédateur à la tête d'un service largement transformé en boys club, protégé par son statut de bras droit de Serge Ascoët, le patron créatif d'Ubisoft, le numéro 2 de la boîte, qui depuis a dû démissionner. Tous les témoignages concordent pour décrire un homme incapable d'interagir avec les femmes sans faire en permanence des allusions d'ordre sexuel. Parmi les nombreux témoignages, le récit qui a le plus choqué cette journaliste de Mademoiselle est sans doute celui-ci. Autre témoignage plus glaçant, celui de Louise. Décembre 2015. Le thème de la soirée est « Retour vers le futur ». Mon film préféré. Ceci dit, pour une fois, la jeune femme est en robe. Tommy François, son supérieur, aurait tenté de l'embrasser de force, tandis que des membres de son équipe la tenaient. Elle se débat, elle crie et parvient à fuir, nous raconte-t-elle. Traumatisée, elle se confie le lendemain à une responsable de l'entreprise et se voit expliquer qu'elle a mal interprété ses gestes,
que ce n'est qu'une blague, un truc qu'il fait souvent. Tommy François, par l'intermédiaire de son avocat, a évidemment démenti les faits qui lui sont reprochés. D'autres membres haut placés d'Ubisoft accusés, l'article de Libération va au-delà du cas Tommy François en se penchant sur un système facilitant l'impunité par le biais d'autres personnes haut placées dans l'entreprise. L'enquête cite Serge Asquette une nouvelle fois, le supérieur hiérarchique de Tommy François, ainsi qu'un certain MB. Si Tommy François est intouchable, nous expliquons souvent, ce que dit Libération, c'est qu'il est très très proche de Serge Asquette, directeur créatif d'Ubisoft depuis 20 ans. Asquette supervise toute la stratégie éditoriale de l'entreprise, au point qu'aucun projet ne peut naître ni avancer sans son aval. Un homme clé dont les bras droits deviennent mécaniquement très puissants. À ce duo vient s'ajouter un troisième homme, un certain MB, ancien assistant personnel de Asquette. À sa propre assistante, MB ferait vivre un enfer qu'elle nous relate. Il lui détaille, par le menu, ses ébats personnels. Lui propose des relookings pour être plus féminine. Lui interdit l'ascenseur parce qu'un peu d'exercice lui fera du bien. Et s'amuse à dire, parce qu'il la trouve trop grosse, je cite, et s'amuse à dire qu'il négocie les créneaux avec Asquette contre des faveurs sexuelles. Un jour du printemps 2015, une discussion s'anime quand elle lui fait part de son ras-le-bol. Il la menace avec un petit couteau. Elle s'enfuit aux toilettes. Pendant ce temps, ses collègues masculins, à proximité, lui enjoignent, par messagerie, de se taire. Suite à l'enquête de Libération, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, s'est exprimé auprès de ses employés, puis dans un communiqué de presse. Il promet, premièrement, de nommer une Head of Workplace Culture, une personne en charge de la culture au travail, en la personne de Litvin Sauer. Deuxièmement, de nommer un responsable diversité et inclusion. Troisièmement, de mettre en place des groupes d'écoute gérés par des facilitateurs externes. Et quatrièmement, de lancer plusieurs enquêtes, notamment menées par des avocats externes, qui pourraient conduire au licenciement de certains employés. Après l'enquête de Libération, il y a eu l'enquête de Numérama qui est aussi extraordinaire en termes de journalisme. Numérama s'est penché sur l'affaire Ubisoft dans une enquête en 2 volets, partie 1 et partie 2. D'ailleurs, je te mettrai aussi en commentaire épinglé sous cette vidéo les 2 enquêtes. La première enquête s'appelle Harcèlement sexiste et sexuel à Ubisoft. Il a tenté de m'embrasser, tout le monde rigolait. Une enquête formidable de Marie Turcan et d'Horgate du 6 juillet 2020. Et la deuxième partie s'appelle Toi, je sais que tu veux ma bite. Ça c'était une citation, entre guillemets. À Ubisoft Monde, qui protège les femmes ? Les problèmes de sexisme et de harcèlement ne se retrouvent pas seulement au département éditorial, fierté d'Ubisoft et porte-étendard de la firme. Pendant plusieurs semaines, Numérama a parlé à plusieurs dizaines de témoins, employés ou anciens de la boîte, qui rapportent tous le même discours à tous les étages. De Paris aux États-Unis, qu'importe la qualification, le harcèlement et les agressions ne sont pas assez pris au sérieux, même quand des témoins se risquent à aller en parler au RH. Et ce qui m'a beaucoup surpris, moi, c'est qu'Ubisoft, c'est une entreprise française, très connue en France, évidemment, c'est une de nos pépites, et des leaders mondiaux, numéro 3 du secteur du jeu vidéo dans le monde. Mais cette affaire, elle a fait la une de la presse internationale. C'est-à-dire que dans le monde entier, on parle d'Ubisoft, et notamment en Amérique du Nord. Quand je regarde les tendances sur Google, ce qu'on appelle Google Trends, Ubisoft fait partie des sujets les plus discutés dans la presse mondiale, notamment aux États-Unis et au Canada. Donc c'est pas seulement qu'en France qu'on en parle, mais c'est dans vraiment le monde entier. Je reviens donc à l'enquête de Numérama. Elle est très très longue et très détaillée, donc je vais pas te la lire en entier. Voici quelques morceaux choisis par Mademoiselle. On en apprend davantage sur la personnalité de Serge Asquette dans cette enquête déjà mentionnée chez Libération.
Serge Ascoët n'est pas étranger à l'ambiance sexiste qui règne au service édito depuis des années où les commentaires sur la vie sexuelle des femmes du service sont courants. Lors d'un séminaire, team building, c'est-à-dire construction d'équipe, il aurait lancé devant tout le monde qu'une employée était mal baisée et proposé de donner des cours à qui voudrait pour montrer comment on fait. En plus de ces éléments, Numérama fait état d'exigences délirantes si surréalistes qu'elles pourraient sortir du scénario du diable s'habille en Prada. Alors, autre extrait choisi dans l'enquête de Numérama. Il a sorti un petit canif rose de son tiroir et m'a dit de le retrouver en bas. Si le directeur créatif est très difficile d'accès, il a pourtant profité d'une garde rapprochée pendant des années, dont 2 hommes aujourd'hui accusés de nombreux comportements problématiques sexistes et de tentatives d'agression sexuelle. Son assistant, d'abord un certain Matteo B ou MB, qui a passé plusieurs années à ses côtés et cumule à lui seul une dizaine de témoignages glaçants à son encontre que Numérama a recueillis. Un jour, il était très en colère, il a sorti un petit canif rose de son tiroir et m'a dit de le retrouver en bas de l'immeuble pour en découdre, assure Lydia, son assistante, à qui il aurait interdit d'utiliser l'ascenseur pour son bien car il l'a jugée trop grosse. Mélanie, elle aussi, l'entendait hurler des insultes homophobes ou devait supporter ses commentaires sexistes sur son décolleté. Pendant plus d'1 an, Matteo B était en charge de gérer l'agenda de Serge et jouait de son pouvoir avec fierté. Autre extrait de cette enquête de Numérama. Toi, ça se voit, t'es frustré, t'es mal baisé. Moi, j'ai une grosse bite, avec moi ça va changer. Là, évidemment, je cite. Je cite, ouvrez les guillemets, les déclarations de personnes d'Ubisoft apparemment. Toi, ça se voit, t'es frustré, t'es mal baisé, moi j'ai une grosse bite et avec moi ça va changer. Nous sommes en 2014. Et Bénédicte est en afterwork Ubisoft. C'est-à-dire une sorte de pot, d'apéritif, de soirée, juste après le travail, avec des collègues. Elle est stagiaire à Ubisoft Paris et sort parfois avec des collègues pour boire quelques verres après une journée de travail. C'est très courant dans le monde de la tech et dans le monde du jeu vidéo, et notamment chez Ubisoft, à Paris. Alors qu'ils avaient jusqu'ici des relations cordiales, ce soir-là, une autre stagiaire, Eugène, lui propose d'avoir des relations sexuelles sur ce ton cru, avec un regard très sérieux. En situation précaire, elle préfère ne rien dire et fuir son contact. Je n'avais pas du tout intérêt à me faire remarquer, soupire-t-elle. Cependant, les 2 employés passent en CDD. Et vient la question, au bout de 18 mois chez Ubisoft, on fait traîner les renouvellements jusqu'au maximum de la durée légale de leur passage en CDI. Ça, c'est le cas dans toutes les entreprises qui sont très populaires, avec beaucoup de candidats, notamment dans le secteur du jeu vidéo. Bénédicte ne cesse de ressasser ce qu'il s'est passé et avec le soutien de sa supérieure, décide de le mentionner au RH, aux ressources humaines, en juillet 2016. Elle était dans le surjeu d'émotions, nous explique la jeune femme. Elle me disait « C'est horrible, c'est un psychopathe, ne t'inquiète pas, c'est réglé, c'est facile de toute manière, puisqu'il est en CDD. » Et puis, plus rien. L'homme finit ses derniers mois de CDD à ses côtés, puis disparaît du jour au lendemain. Bénédicte imagine que l'entreprise a pris ses responsabilités. J'étais naïve, regrette-t-elle. Quelques semaines s'écoulent, puis elle se retrouve convoquée à nouveau par les RH. Le ton a complètement changé. On m'a dit « Quelqu'un s'est plaint de toi. Il paraît que tu te vantes d'avoir fait virer Eugène. Il faut que tu arrêtes. » Elle découvre alors qu'Eugène n'a jamais disparu de l'entreprise, mais a simplement été embauché dans une autre division d'Ubisoft, à quelques bâtiments de là. On m'a demandé de m'engager à ne plus prononcer son nom et à ne plus en parler. Ce n'est que lorsque Bénédicte, qui refuse de se plier à cet ordre, demandera à revoir la RH accompagnée d'une déléguée du personnel, que celle-ci finira par rétro-pédaler sur son injonction au silence, comme nous avons pu le vérifier. Quelques mois plus tard, une autre RH lui présentera ses excuses pour son cas qui a été très mal géré. On lui promet qu'elle n'aura jamais à interagir avec Eugène, mais on a quand même eu une réunion ensemble parce que les gens oublient, regrette-t-elle. Ce récit n'a rien d'unique en fait. Il y a plein d'autres situations similaires, plein d'autres cas comme ça, mais je ne vais pas t'en parler, parce que c'est vraiment très très long. Je te propose de regarder, de lire en intégralité
ces enquêtes donc de Mademoiselle, de Libération et de Numérama dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suite à ces déclarations et ces enquêtes, et avant l'Ubisoft Forward, l'événement E3 virtuel d'Ubisoft, eh bien, 3 personnes ont été poussées vers la sortie, ont été poussées au départ, ont démissionné. Dans le monde des entreprises en général, pour les cadres qui sont restés plusieurs années, on évite de les licencier, parce que sinon ça met vraiment un terme à leur carrière, quand on licencie quelqu'un pour faute grave, donc on leur demande de partir. Et c'est ce qui s'est passé, 3 personnes ont démissionné d'eux-mêmes officiellement, et ont quitté Ubisoft. Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a décidé de prendre le taureau par les cornes en coupant des têtes au sommet de son groupe, à quelques heures avant l'E3 virtuel Ubisoft Forward. Serge Ascoët a choisi de démissionner de son poste de Chief Creative Officer, c'est-à-dire directeur créatif, avec effet immédiat. Ce rôle sera assumé dans l'intérim par Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. Yanis Maya, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, parce que ça touche pas seulement en fait la France, mais le monde entier, et notamment le Canada, quitte ses fonctions et la société avec effet immédiat. Les récentes allégations apparues au Canada à l'encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités. Cécile Cornet, la responsable monde des ressources humaines, la DRH d'Ubisoft, a décidé de démissionner de ce poste, et ce, dans l'intérêt de l'unité du groupe. Les départs de Serge Ascoët et de Cécile Cornet avaient été réclamés samedi par la section syndicale Solidaire Informatique d'Ubisoft dans un tract en ligne reprenant des témoignages d'employés parus en particulier dans le quotidien Libération. Dès fin juin, de tels témoignages anonymes de salariés ou d'anciens salariés d'Ubisoft étaient apparus sur Twitter, visant des cadres des studios de Toronto et Montréal, mais aussi au Brésil, en Bulgarie et aux États-Unis, et concernant parfois des faits remontant à plusieurs années. Voici ce qu'a déclaré Yves Guillemot dans un communiqué. Je cite, ouvrez les guillemets, Ubisoft n'a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. Ce n'est pas acceptable. Tout comportement toxique est en opposition totale avec les valeurs avec lesquelles je n'ai jamais transigé et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je suis plus que jamais déterminé à mettre en œuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise. C'est ce qu'a déclaré Yves Guillemot. Dans un précédent message adressé aux 18 000 salariés du groupe, le PDG expliquait vouloir procéder à un changement structurel en profondeur. Ces décisions en fait sont intervenues avant l'Ubisoft Forward, le grand rendez-vous d'annonce de jeux vidéo qui s'est tenu le dimanche 12 juillet à 21h. Mais ça a été une énorme déception. Ça a été une grande déception à la fois pour les joueurs, pour les gamers et les gameuses, puisque je te rappelle que 50% des joueurs de jeux vidéo dans le monde sont des femmes. Ils sont tous très déçus, et puis les investisseurs aussi. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, déjà, c'est parce que ce scandale n'a pas du tout été évoqué pendant la conférence. C'est quand même incroyable que pendant l'Ubisoft Forward, alors qu'il y a eu plein d'annonces, et que Ubisoft est vraiment dans la tournante, et qu'on en parle dans le monde entier, c'est pas du tout anecdotique, t'as vu les anecdotes que je t'ai lues? Eh bien Ubisoft n'a pas du tout mentionné ces événements, ni ces départs. Pas une seule fois pendant toute la conférence. C'est très surprenant. Donc ça, c'est la première déception de la part de la communauté de gamers et d'investisseurs aussi, et puis du journaliste. Et puis la deuxième déception, c'est le contenu des annonces. C'est plus le côté jeu vidéo. Donc je t'en parle maintenant. Les problèmes de harcèlement chez Ubisoft sont complètement passés sous silence pendant l'Ubisoft Forward. Des jeux et du gameplay, mais pas d'excuses ou d'explications. En pleine tourmente. Suite aux révélations de Numérama et de Libération sur le harcèlement sexiste et sexuel au sein de l'entreprise, Ubisoft n'a pourtant pas abordé le départ de 3 hauts placés. Une annonce fracassante puis plus rien. Alors que le géant français des jeux vidéo avait annoncé le 12 juillet 2020 par communiqué de presse le départ de plusieurs hauts placés, notamment le numéro 2 de la boîte, Serge Ascoët, sa conférence Ubisoft Forward n'a même pas abordé le sujet brûlant du moment. À la place, une succession d'aperçus de ces futurs jeux, de in-game footage et de courtes vidéos préfilmées des présentateurs et d'employés d'Ubisoft. Et donc je vais t'expliquer pourquoi.
Et quand, au bout d'une heure de présentation, le PDG Yves Guillemot prend enfin la parole, c'est pour moins d'une minute. Je cite, ouvrez les guillemets, ce qu'a dit le PDG. J'espère que vous aurez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui et que vous allez aimer jouer à ces jeux. Je suis fier de nos équipes qui ont su proposer une gamme de jeux ambitieuse, variée et créative. Mais avant de clore cet événement, nous avons encore une dernière chose à partager avec vous. Donc là, on s'attendait évidemment à ce qu'il parle de toute cette affaire et de ce scandale du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Eh ben non. Ce ne sera pas l'annonce que Serge Ascoët, le désormais ex-numéro 2 de la boîte, démissionne de son poste, mais seulement la bande-annonce de Far Cry 6. Far Cry numéro 6, un jeu emblématique d'Ubisoft. Et c'est pourtant la nouvelle qui a secoué le monde du jeu vidéo, mise en cause dans la série d'enquêtes de Numérama et Libération sur Ubisoft. Serge Ascoët, le puissant directeur créatif d'Ubisoft, a choisi de démissionner de son poste, de même que Cécile Cornet, l'ex-DRH du groupe. Yanis Maya, le directeur des studios d'Ubisoft canadien, a également quitté ses fonctions. Il n'y a eu aucune mention pendant la conférence. Alors pourquoi ? L'entreprise semble consciente de ce manque de clarté. Et dans un tweet en anglais, publié sur Twitter, seulement quelques heures avant le début de la conférence, l'entreprise expliquait déjà que ces problèmes ne seraient pas abordés sans s'en excuser. Problème entre guillemets, je cite. Voici le tweet officiel d'Ubisoft en anglais. Je vais te le traduire tout de suite. Ubisoft Forward, je cite, survient pendant une période de changement important en interne. Toutes les vidéos ayant été préenregistrées, nous voulions annoncer que nous n'aborderions pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons énormément de travail devant nous et nous nous engageons à le mener à bien. Nous vous ferons bientôt part de nos avancées. Voilà, c'est tout. D'autre part, le STJV, donc le syndicat, a annoncé la constitution de sa section syndicale à Ubisoft Paris. Notre nouvelle section sur place se tient mobilisée et prête à apporter soutien et assistance aux personnes qui en auront besoin et peut être contactée par mail à ubisoftparis@stjv.fr, syndicat du jeu vidéo. Et l'action en bourse de l'entreprise Ubisoft a chuté de 9% hier. Ubisoft chute de plus de 9% sur fond de scandale et de présentation décevante. Le titre du géant français des jeux vidéo Ubisoft dévissé lundi au lendemain d'une présentation de jeu jugée décevante par le marché et alors que l'éditeur se débat dans un scandale de harcèlement sexuel. À 11h30, le titre d'Ubisoft perdait 9,8% à 70,46 € dans un marché en nette hausse. L'éditeur a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche 3 départs, dont celui de son numéro 2, Serge Ascoët, directeur créatif depuis 2 décennies, mais dont le comportement toxique et sexiste était dénoncé par de multiples témoignages d'employés et ex-employés du groupe. Ubisoft a diffusé dimanche soir sur internet un événement intitulé Ubisoft Forward, Ubisoft en avant, censé compenser l'annulation de grands salons du jeu vidéo et présenter les dates de sortie des prochaines créations. Mais le problème, et là je cite un analyste de l'industrie du jeu vidéo, il y avait un manque en termes de quantité et j'ai vu tous les tweets sur Ubisoft, c'est vraiment ça en fait, les gamers se sont plaints que c'était extrêmement faible, les annonces étaient vraiment moindres et qu'ils n'avaient rien du tout à se mettre sur la dent. Et donc cet analyste voit un risque que le groupe n'arrive pas à sortir en plus les 5 jeux AAA qu'il avait promis sur son exercice décalé 2020-2021 après les retards sur la production de 3 titres majeurs lors de l'exercice précédent. Un 6e opus de la franchise Far Cry, jeu de tir dans un monde ouvert à l'ambiance tropicale, dont des images avaient fuité les jours précédents, a notamment été annoncé pour février 2021. Il y a aussi les prochaines aventures de la saga Assassin's Creed qui se dérouleront durant le Haut Moyen-Âge parmi les Vikings, très à la mode grâce à la série Vikings, débuteront en novembre sur plusieurs plateformes. La date de sortie du jeu Watch Dogs Legion a quant à elle été fixée au 29 octobre et c'est tout. Voilà pour les annonces. Je referme donc ce dossier Ubisoft, mais évidemment, je te tiendrai au courant du reste des news sur Ubisoft
Dans mes prochains numéros de NUM Rendez-vous, on passe maintenant au résumé de tout ce qui s'est passé ces 24 heures dans le monde de la tech à travers le monde. Et comme d'habitude, on va commencer par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Amazon revient sur sa décision de bannir TikTok, mais la question du respect de la vie privée persiste. Alors ce qui est très drôle, c'est que en fait, certains employés d'Amazon ont reçu un mail leur disant qu'il fallait absolument supprimer l'application TikTok de leur téléphone. Et ensuite, ils ont reçu un deuxième mail pour leur dire « Ah non, c'était une erreur !» Après le scandale que ça a fait, parce que ça a été repris par la presse du monde entier, on a fait une erreur, excusez-nous, en fait, vous avez totalement le droit d'utiliser TikTok. Alors voici les informations officielles. Il y a quelques jours, de nombreux médias ont divulgué une information selon laquelle les cadres d'Amazon auraient envoyé une note aux employés pour leur demander de supprimer TikTok de leur smartphone. Devant l'ampleur de cette information, Amazon a finalement demandé à son service de presse de reprendre la parole pour expliquer que cette note a été envoyée par erreur, en ne fournissant aucune explication supplémentaire. C'est quand même grave qu'un groupe comme Amazon fasse une erreur comme ça. Dans la première note, la firme de Seattle expliquait que l'application développée par le géant chinois ByteDance causait, je cite, ouvrez les guillemets, des risques de sécurité. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails. Avant de recevoir la deuxième note, les employés ont donc dû supprimer TikTok sur leur smartphone, en gardant la possibilité d'utiliser la plateforme vidéo sur ordinateur. Voici ce qu'on pouvait clairement lire sur cette note mystérieuse. Je cite, ouvrez les guillemets de la note de l'email. Action requise, suppression obligatoire de TikTok d'ici le 10 juillet. Pourtant, quelques heures plus tard, ces mêmes employés ont reçu le message suivant. Le courriel, l'email de ce matin à certains de nos employés a été envoyé par erreur. Il n'y a pas de changement à notre politique en ce moment en ce qui concerne TikTok. Je souligne quand même le fait qu'ils disent en ce moment, actuellement, parce que ça pourrait changer. Alors oui, l'erreur est humaine, toutefois le premier message semblait clair et n'est pas tombé du ciel. Pour rappel, TikTok a été banni et interdit en Inde, comme une soixantaine d'autres applications chinoises, et les États-Unis réfléchissent à interdire également TikTok. C'est extrêmement sérieux. Il y a des travaux actuellement de recherche qui sont faits, notamment juridiques, qui sont faits au sein du gouvernement américain de Trump pour interdire TikTok et d'autres applications chinoises aux États-Unis. Autre news du jour, c'est Google. Voici comment Google pourrait accélérer le rachat de Fitbit. Le rachat de Fitbit par Google obtiendrait plus facilement le feu vert de l'Union européenne si la firme s'engage à ne pas utiliser les données de santé pour cibler les publicités. Ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour les défenseurs de la vie privée comme moi. C'est une acquisition qui traîne, parce qu'il faut l'autorisation de l'Union européenne. Après avoir fait l'acquisition d'une partie de Fossil, Google a annoncé au mois de novembre l'acquisition de la société Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. 2,1 milliards de dollars. À ce jour, l'accord n'a pas encore été finalisé en raison des contrôles des régulateurs antitrust pour ce genre d'acquisition. Du côté de l'Union européenne, Google pourrait aussi être contraint de donner des garanties pour obtenir un feu vert rapidement. D'après un article publié il y a quelques jours par Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Google aurait la possibilité d'empêcher une enquête antitrust à grande échelle concernant l'acquisition de Fitbit s'il s'engage à ne pas utiliser les données de santé des utilisateurs des produits Fitbit pour cibler les publicités. Facebook va-t-il finalement bannir les publicités politiques ? C'est une rumeur qui grandit de plus en plus dans le monde de la tech. Je lis tous les matins les magazines de la tech internationaux, la presse internationale et française, et c'est vrai que c'est une rumeur qui enfle de plus en plus. Contrairement à Twitter, Facebook autorise les publicités à caractère politique et le réseau social estime qu'il ne devrait pas avoir à contrôler les politiciens, c'est-à-dire à modérer les propos, même si les politiciens mentent et diffusent des fake news. Ça, c'était la position de Facebook pendant des années. Néanmoins, d'après une nouvelle rumeur lancée par Bloomberg, Facebook serait sur le point de changer d'avis et je te tiendrai au courant dans cette émission ces prochains jours. États-Unis, sur Facebook, les militants anti-masques prospèrent tandis que la pandémie progresse. Les groupes et pages qui se placent en opposition frontale avec les consignes des autorités sanitaires jouissent d'une grande popularité. Apple Pay prépare une fonctionnalité qui changera tout dans son utilisation, l'arrivée des QR codes sur Apple Pay.
pour les paiements mobiles permettra de s'affranchir des TPE et démocratiser les paiements entre amis. Une nouvelle étape franchie pour les lunettes en réalité augmentée d'Apple. Apple aurait débuté les essais de production pour les lentilles des Apple Glass. Apple aurait franchi un nouveau cap important pour ses lunettes de réalité augmentée, ce qu'on appelle AR, Augmented Reality. Les équipes de Tim Cook auraient résolu un problème d'importance pour les futurs Apple Glass, celui des lentilles utilisées pour afficher les données en surimpression sur la réalité. Mais la route est encore longue et les lunettes AR d'Apple devraient arriver seulement fin 2021 au plus tôt. LinkedIn, qui appartient à Microsoft, est attaqué en justice pour avoir eu accès à des informations privées d'utilisateurs d'iPhone. Je t'en ai déjà parlé dans cette émission. Le réseau social spécialisé dans la recherche d'emploi et la mise en relation de profils professionnels aurait eu accès à des informations d'utilisateurs contenues dans le clipboard, le presse-papier d'Apple. Mais d'ailleurs, c'est pas la seule application. Il y avait aussi TikTok, Reddit, qui ont eu accès à toutes les informations que tu copies, que tu sauvegardais dans ton presse-papier sur iPhone. Microsoft et Google s'allient pour préparer l'arrivée du Surface Duo. Microsoft et Google veulent améliorer la qualité des progressives web apps sur Android, une alliance qui n'est pas vraiment un hasard. La Surface Duo est en approche chez Microsoft. Autre news tech du jour, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, donnera bientôt des nouvelles de son ambitieuse société Neuralink, autre société dont je parle beaucoup sur ma chaîne et dans mes cours. Le patron de Neuralink prévoit d'évoquer bientôt les avancées réalisées par la société qui est spécialisée dans la connexion entre les ordinateurs et le cerveau humain. Oui, l'objectif d'Elon Musk, c'est de connecter l'homme, les êtres humains, les hommes et les femmes évidemment, à l'ordinateur, pour qu'on soit des humains connectés, des êtres humains augmentés. Et on sera ainsi omniscient. On aura accès à l'intelligence artificielle, on pourra se connecter à Internet avec notre cerveau, etc. Est-ce que tu trouves que c'est dangereux ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ça en commentaire sur les projets d'Elon Musk de créer des humains augmentés et connectés à des ordinateurs à travers une puce dans le cerveau. La start-up Rivian lève 2,5 milliards de dollars pour son pick-up électrique. Malgré la pandémie, Rivian souhaite toujours proposer le premier pick-up électrique du marché. Cette intelligence artificielle permet de simuler des discussions avec de grands penseurs de l'humanité. Une expérience passionnante est actuellement menée par le romancier Andrew Mayne. Je t'ai promis dans cette émission de te tenir au courant de toutes les avancées, les progrès qui sont effectués à travers le monde dans l'intelligence artificielle. Donc en général, ce sont soit les Américains, soit les Chinois. Pas grand-chose au niveau européen malheureusement. Et donc, maintenant il existe une IA qui te permet de dialoguer, de communiquer avec des penseurs morts, les plus grands penseurs, les plus grands écrivains, les plus grands scientifiques de l'humanité. C'est un projet de Andrew Mayne qui a créé une intelligence artificielle baptisée AI Writer, intelligence artificielle écrivain, qui permet d'échanger avec des versions virtuelles de grands penseurs de l'humanité. Pour cela, il a utilisé une API de générateur de texte récemment créée par OpenAI. L'outil est en capacité de déterminer l'objectif du message et l'identité de son destinataire. Il fait ensuite appel à la base de données de l'API sur la personnalité en question afin de déterminer ce qu'il doit répondre. Comme le rapporte The Next Web, ces échanges peuvent être grisants. L'IA permet en fait de recréer les styles des peintres et des auteurs les plus célèbres. On peut par exemple demander à Marie Curie de nous fournir une leçon rapide sur le rayonnement, des explications à H.G. Wells sur ses romans, ou interroger Alfred Hitchcock pour connaître son point de vue sur le film Interstellar. L'IA est aussi capable de faire parler des personnages fictifs. Sur son compte Twitter, Andrew Mayne donne d'ailleurs un exemple qui ravira les fans de Marvel. Il a adressé un message à Hulk en se faisant passer pour Bruce Banner. « Cher Hulk, pourquoi Hulk frappe-t-il si fort? Ton ami Banner. » La réponse est assez claire. « Cher Bruce, Hulk aime frapper très fort. Hulk ne sait pas pourquoi. S'il te plaît, aide-moi, ton ami Hulk. » À tester donc cette nouvelle intelligence artificielle AI Writer. Pour lutter contre le Covid-19, le MIT, la plus grande université scientifique du monde,
basé aux États-Unis, développe un outil de codage destiné aux enfants. Une équipe de chercheurs du MIT a développé une interface de programmation destinée aux enfants et jeunes adultes pour les pousser à créer des applications dédiées à la lutte contre le Covid-19. News France maintenant. La chute vertigineuse de la presse française en chiffres. Alors je vais te montrer juste une infographie pour que tu vois à quel point la révolution numérique et la transformation digitale a eu un impact sur les ventes de la presse papier en France. C'est une infographie de Mathieu Lehaut, data journaliste au Monde, à Mediapart et à l'Argus de l'assurance. Voici l'infographie en question. En matière de vente papier, abonnés et kiosques, les quotidiens nationaux suivent tous une trajectoire fortement baissière. Les chutes sont particulièrement sévères pour Aujourd'hui en France, l'édition nationale du Parisien et Libération. Donc là tu vois, Aujourd'hui en France, L'Équipe, L'Humanité, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, Libération. De 2015 à 2019, on voit l'évolution des ventes sur papier, c'est vraiment catastrophique. Voici les levées de fonds de la semaine dernière, récapitulatif des levées de fonds de la semaine selon Presse Citron. La semaine dernière, les startups françaises ont levé... Attends, je retrouve le chiffre dans cet article. Où est-ce que c'est ? Ça arrive, hein. La semaine dernière, les startups françaises ont levé 24 millions d'euros. Elles ont levé 24 millions d'euros répartis en 8 investissements. La santé connectée tient les rênes et le fonds Serena est venu dynamiser le secteur du jeu vidéo français. Voici le récap. Alors, Synapse Medicine, dont j'ai déjà parlé dans mes émissions, a levé 7 millions d'euros. Alors, c'est quoi Synapse Medicine ? C'est une start-up bordelaise qui veut numériser la littérature de plus en plus importante dans le domaine médical pour mieux conseiller et avertir des patients dans le bon usage des médicaments. Haribal Technologies a levé 7 millions d'euros également. Haribal Technologies veut produire un nez intelligent. Un nez intelligent qui semble intéresser de multiples industries. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai parlé de robots qui sont capables de ressentir le toucher, d'avoir le sens du toucher, notamment grâce à l'université du MIT. On a des robots qui sont capables de toucher des objets et de reconnaître leur forme et de te décrire un objet. Et bien désormais, grâce à cette start-up française, on va pouvoir créer un nez artificiel qui va pouvoir reconnaître des senteurs, des odeurs, afin que les robots, les intelligences artificielles puissent identifier aussi, par exemple, les parfums et autres odeurs. Chez la start-up grenobloise, les investisseurs ne sont pas que français. Son nouveau tour de table vient d'attirer Samsung, en plus de constructeurs comme Hyundai. Pour faire simple, Haribal Technologies a développé un outil permettant d'analyser les odeurs à la manière du nez humain. Un capteur d'odeur universel qui aurait une utilité à la fois dans le monde cosmétique, automobile ou encore agroalimentaire. Et enfin, Darewise qui a levé 3 millions d'euros avec son jeu Life Beyond. Le studio parisien de jeux vidéo Darewise compte proposer aux joueurs une expérience ludique et sociale de long terme, à la manière de jeux comme Fortnite ou Animal Crossing qui cartonnent. Le but chez Darewise sera de sortir les joueurs de l'ambiance purement science-fiction pour commencer à réfléchir à un programme plus vaste, alliant à la fois l'aspect ludique du jeu vidéo et l'aspect social d'une plateforme de vie plus générale. Avec un premier tour de table d'1 million d'euros, le studio français complète bien son opération avec 3 millions d'euros supplémentaires. Et on termine, comme d'habitude, par un petit point culture geek, mais l'émission Geek Rendez-vous, ce sera ce soir sur ma chaîne. Lord of the Rings, le titre de la série Amazon est-il mensonger ? Tu le sais, Amazon est en train de produire la série la plus chère dans toute l'histoire de la télévision et de l'audiovisuel, Le Seigneur des Anneaux, et l'interprète de Frodon dans les films, Elijah Wood, a déclaré que ce titre était en fait un peu mensonger et que Amazon Prime Video devrait songer à changer le titre de cette série. Alors pour l'instant, c'est pas le titre officiel d'ailleurs de la série, c'est juste le titre de travail, Le Seigneur des Anneaux, la série. Alors pourquoi il dit ça ? Voici les explications. On le sait, cette nouvelle série Amazon est prévue pour se dérouler longtemps avant les aventures de Frodon. Plus précisément dans ce que Tolkien a décrit comme le Second Âge. Une époque qui commence avec la fondation des Havres Gris et se termine plus de 3000 ans après, par la chute de Sauron, face à la dernière alliance des elfes et des hommes. Cette histoire,
qui est simplement évoqué dans le livre principal, est détaillé de façon plus importante dans le Silmarillion. Mais surtout, selon le moment du second âge, qui est choisi par Amazon, une très longue période donc, le titre Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, pourrait tout simplement ne pas être adapté, puisqu'il n'y aura pas encore d'anneaux et les anneaux n'ont pas encore été forgés. C'est en effet vers 1500 que Celebrimbor est abusé par Sauron et crée les différents anneaux de pouvoir qui seront ensuite donnés aux elfes, aux nains et aux hommes. Un problème temporel remarqué par Elijah Wood, qui a incarné Frodon, dans une interview à LRM, je cite, ouvrez les guillemets. Ils appellent le show The Lord of the Rings, mais je pense que c'est quelque peu trompeur. De ce que je comprends, l'intrigue sur laquelle ils travaillent existe chronologiquement en amont de l'histoire du Seigneur des Anneaux dans la Terre du Milieu. Cela ressemble plus à l'ère Silmarillion. Au risque de passer pour un nerd, pour un geek, c'est le deuxième âge de la Terre du Milieu. Et d'ailleurs, dans cette interview, Elijah Wood a déclaré qu'il ne serait pas contre participer à cette série et pourquoi pas faire un caméo, en tout cas il aimerait beaucoup, apparaître dans cette nouvelle série événement du Seigneur des Anneaux produite par et diffusée sur Amazon Prime Video. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé mon émission Nu Mon Rendez-vous. Si tu veux des news tech mises à jour en temps réel 24h/24, j'ai un compte en français pour ça qui s'appelle NumRDV sur Twitter, un compte en anglais qui s'appelle TechRDV et un compte sur le marketing digital avec des tips, des conseils, des best practices marketing et marketing digital mis à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7 qui s'appelle Marketing Rendez-vous Marketing RDV. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et on se retrouve probablement ce soir pour une nouvelle vidéo pop culture. Salut, ciao.